Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on est le vendredi, quelque chose mai. On est le dernier vendredi de mai, 29, je ne sais plus. C'est les vacances pour moi donc je ne sais plus, je suis perdue dans les jours. Ça n'a pas d'importance, on est fin mai et ça fait un petit temps que je suis pas venue te montrer ce qui s'est passé pour moi d'un point de vue créatif, et pour le coup il s'est passé beaucoup de choses. Donc un petit peu comme la dernière fois, je vais pas faire une très très longue vidéo, je vais refaire des plus petits formats. Je vais essayer de mélanger un petit peu dans chaque petit épisode des trucs finis, des trucs en cours, des projets et ainsi de suite, pour pas juste faire un épisode correct que des choses finies et ainsi de suite. Enfin bref, tu vas bien voir quel est le programme aussi au fur et à mesure. En tout cas, je voulais commencer par te parler d'un projet dont je t'ai parlé la dernière fois, qui est un projet que j'avais testé mais que je ne t'avais pas montré, que j'avais juste mentionné. Je t'avais peut-être juste montré le fil que j'ai utilisé pour, je ne sais plus. En tout cas, il s'agit du patron Look at My Old Boxy, qui a été designé par James N. Watts, et qui est donc un top boxy, comme son nom indique, et comme son nom l'indique aussi si tu comprends l'anglais, qui est composé de plein de trous. Parce que du coup, look at my old boxy, c'est littéralement regarder mes trous façon boxy. Et donc c'est un très grand, enfin c'est un top avec beaucoup d'aisance positive, qui est assez facile à réaliser parce que globalement on réalise un premier rectangle, un second rectangle, ensuite on tricote en rond on rassemble en rond, on va jusqu'en bas. C'est un top qui est fendu sur le côté, donc les côtes sont fendues, les côtes du dos sont plus longues que celles du devant, c'est en option bien sûr. On reprend pour faire les toutes petites manches, et on a une seule couture à faire, enfin on a deux coutures à faire, qui sont les coutures pour les épaules. C'est vraiment pas des coutures qui sont très longues, c'est pas vraiment des coutures qui sont compliquées, et ces coutures sont là donc pour fermer le tube qu'on aura fait pour faire le trou pour passer la tête. Et on fait un petit peu comme on veut en fait en termes de trous pour passer la tête, en fonction de si on veut un col qui soit plus ou moins large, ou bien si on veut quelque chose de vraiment très très large pour pouvoir le porter, par exemple déporter avec une épaule qui sort et ainsi de suite. Enfin voilà, beaucoup d'aisance positive, et du coup ces gros trous, voilà, je pense que c'est quand même assez visible. C'est un filet de pêche, je l'ai aussi appelé... les copines m'avaient dit que ça ressemblait aussi un petit peu au sac à provision qu'on peut faire au crochet. Voilà, alors c'est pas très positif dit comme ça. J'adore moi ce type de top. Et pour le coup celui-là était quand même vraiment assez facile à tricoter. C'est pas un point qui est très compliqué. Il faut être un petit peu concentré. Mais c'est très bien fait dans le patron parce que avant de commencer, on a un petit encart qui nous dit faites très attention à ne pas oublier deux mailles à tel endroit, deux mailles à tel endroit. Enfin voilà, il y a un petit encart qui nous dit souvent si vous faites une erreur dans la dentelle, c'est à cause de tel truc, gardez bien en tête que vous devez faire ça. Et je dois dire que ça aide parce que effectivement les rares fois où j'ai eu des petits soucis, c'était exactement ce à quoi il avait dit de faire attention. J'allais dire sachant que c'est un test, j'ai fait des échantillons, c'est faux, je fais toujours des échantillons, ou quasiment toujours. Je pense qu'il y a que pour les châles que je fais pas d'échantillons, et les chaussettes, et encore. Je suis en train de réfléchir, j'avais fait un échantillon pour les chaussettes et au final j'ai un peu raté mon échantillon, mais bref, on parle pour l'instant du boxy. J'avais donc fait deux échantillons pour essayer de trouver la taille d'aiguille pour que mon échantillon colle à celui qui était demandé dans le patron, surtout quand c'est pour un test. Quand c'est pas pour un test, c'est vrai que souvent je fais l'échantillon pour être sûre d'avoir un vêtement qui me va à la fin, mais je fais l'échantillon aussi pour tester le rendu du tissu.
Et ici, j'avais un échantillon qui était un peu plus dense que celui demandé dans le patron. Je sais plus si c'était d'une maille ou de 0,5 maille, mais en tout cas j'en avais fait 2 et je trouvais l'échantillon un tout petit peu plus dense, donc celui que j'ai dans ma main gauche, qui était un petit peu mieux et il se tenait un petit peu mieux, les trous étaient un peu mieux définis que dans l'autre qui était vraiment très très souple et qui se tenait moins. Et je suis très contente du rendu final. Je crois qu'en termes de mesures, j'ai globalement les mesures attendues pour la taille que j'ai faite, qui était la taille, que je te dise ça, je vais faire la taille 1 ou 2, je ne sais plus exactement. J'ai fait la taille S, il y a potentiellement un XS, je ne sais plus, en tout cas j'ai fait la taille S et il m'a fallu 25 heures pour faire ce top. C'était assez motivant parce que le motif de dentelle est fait sur 8 rangs parce que les trous sont en quinconce, mais ce qui fait qu'un rang de trous c'est 4 rangs. Et bah du coup ça va vite, parce que comme tu peux le voir, vu que c'est des gros trous, en 4 rangs on se voit vraiment très très avancer très très vite. Et c'est vrai que j'avais toujours tendance à me dire bah je fais un motif, une rangée de trous complète, donc les 4 rangs, et mis bout à bout, ben, ça va quand même assez vite. C'était un projet quand même assez rapide, je veux dire 25 heures pour un top. Alors ok, je fais une petite taille, mais même pour moi, 25 heures pour un top, ça reste quand même assez rapide. Sur le côté, il y a un petit détail il y a quelques rangs, enfin quelques mailles de jersey, et alors c'est pas très visible sur le mien, vu que j'ai une laine qui... Enfin une laine, c'est un abus de langage, vu que j'ai un fil qui change de couleur tout seul, on le voit pas très bien, mais il y a un petit détail de maille glissée, enfin de fausse maille glissée, c'est quelque chose qu'on vient faire après coup, qui est optionnel aussi, et mais voilà, un patron que j'ai vraiment ultra sympa. Une fois que je l'ai fini, enfin même quand je le tricotais, j'étais pas 100% sûre de mon choix de fil. Je trouvais ça un peu bizarre les changements de couleur. Parce que vu qu'au début on fait de l'aller-retour et qu'ensuite on passe en rond, les rayures n'ont pas la même taille, puis quand on change de pelote, ça change de couleur mais pas forcément au même endroit. Et une fois que je l'ai eu fini et essayé, en fait je suis contente. En fait je trouve ça sympa. Je m'étais dit que je ferais peut-être une version toute unie, et en vrai je suis pas sûre que je le fasse, pas parce que ça ne me plaît pas, mais juste parce que j'aime bien faire des nouvelles choses et découvrir de nouvelles techniques ou découvrir juste de nouveaux patrons, et pas forcément de refaire les mêmes choses. Ça m'arrive de temps en temps, mais voilà. Et donc pour tricoter ce top, j'ai utilisé la Linea Pura, pourquoi Pura, Linea Pura Romanza. Voilà. De l'Anna Grossa. C'est des pelotes que j'avais trouvées en recyclerie, qui m'ont coûté 1,50€ la pelote. Autant te dire que je me suis ruinée pour ce top. Parce que j'ai utilisé au total, je crois que... Voilà, 138 grammes, ce qui en fait un projet très léger. À porter en superposition, et il me reste un peu plus d'une pelote au final, mais plusieurs petits bouts parce que je voulais éviter d'avoir trop de fil à rentrer, donc en fonction de ce que je faisais, je me disais tiens, je suis pas certaine de là avoir... je voulais éviter les changements de couleur dans les côtes, voilà, c'était ça. Et du coup, j'avais préféré recommencer une nouvelle pelote pour être sûre de ne pas avoir de changement de pelote dans les côtes, ce qui fait que j'ai des petits restes comme ça. Je t'ai pas donné la composition. C'est du coup 58% lin, 26% viscose et 16% coton. C'est un fil qui est assez agréable. Si on aime les fils qui contiennent des matières végétales, bien sûr, parce que ça a ce côté un peu sec des matières végétales. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire
de ces restes-là. Voilà, pour l'instant ils attendent, mais je sais pas trop. Je ne sais pas, on verra. Un jour ça deviendra quelque chose. Et donc ce projet-là, je l'avais fini en avril, mais du moment qu'il n'était pas sorti, je ne voulais pas te le montrer. Mais maintenant, il est sorti, il est disponible sur Ravelry. Et il y a même un call qui est organisé par le créateur en ce moment. Donc voilà. Une autre chose que j'ai terminée, c'est mon ensemble de sport. La sportive, donc de Auguste et June, donc, que je t'avais montré la dernière fois, où j'ai réalisé la brassière. Voilà. Donc j'ai réalisé la brassière qui dans le dos est croisée. Tac, voilà. Quand on le porte, ça fait une goutte dans le dos. C'est un ensemble de sport que j'ai pu tester plusieurs fois en condition, donc quand je faisais du yoga, et que je trouve vraiment très très bien, qui bouge pas ou pas plus que les vêtements de sport que j'ai du commerce. La modification que j'ai faite pour la brassière, c'est que j'ai pas pris la taille de ceinture qui était la taille de ceinture, c'est ça ce que j'appelle la ceinture, la bande qui vient sous poitrine. J'ai réalisé ma brassière en 36, mais j'ai pris la bande en 40. Parce que je trouvais le 36 beaucoup trop serré. Après je pense que c'est aussi une histoire de préférence personnelle en termes de à quel point on veut se sentir vraiment très très maintenu ou très très serré dans ses vêtements de sport. Voilà, vraiment aucune difficulté pour faire la brassière. Voilà, c'est vraiment très bien. J'ai envie d'en faire plein, je me suis racheté du lycra, j'en ai encore... j'ai encore du lycra pour le sport. Ici c'est un lycra Avril Fabrics que j'avais acheté au CSF et qui n'est plus disponible sur son site. Avril Fabrics du coup c'est des collections éphémères. Et voilà. Oui, je regarde par là-bas parce que j'ai la pile. J'ai un ensemble de sport qui vient d'un cours artisan Charlotte Jobert qu'il faut que je finalise aussi. La brassière de l'autre ensemble est vraiment beaucoup plus aérée, je te l'avais déjà montré, et il faut que je finisse le legging et ensuite je pense que je vais m'amuser à aussi peut-être refaire dans ce tissu là la brassière de l'autre cours. Mais en tout cas, j'avais aussi donc réalisé un legging mi-mollet et un legging cycliste. Voilà, donc j'avais fait le cycliste, je l'ai fait en 36, mais j'ai fait la ceinture en 40. Parce que vraiment la ceinture du 36 c'était beaucoup trop serré pour moi, j'étais pas à l'aise du tout. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé, je pense que j'ai dû couper la ceinture en 42, l'essayer, la coudre, l'essayer, j'ai vu que ça allait pas, je suis redescendue sur le 40 et en 40 ça allait bien. Donc là c'est le legging en 36, les coutures se sont un petit peu ouvertes. C'est peut-être dû à un réglage de ma surjeteuse qui n'était pas parfait. Après, j'ai aussi regardé les coutures sur mes leggings du commerce et elles ont fait un peu la même chose. Donc, vraiment, si quelqu'un vient me voir et me dit que les coutures que j'ai au niveau des fesses sont un petit peu écartées, je pense que je peux juste répondre à cette personne qu'elle est beaucoup trop près de moi. Voilà. Même chose, vraiment très très simple à faire, le legging. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est une finition au niveau du... Ben là, c'est au niveau du bas du legging, je n'ai pas fait la finition. En fait, j'avais fait cette découpe-là au cutter rotatif, ce qui fait que c'est vraiment une découpe qui est très très nette. Et j'ai préféré laisser comme ça parce que c'est un tissu qui ne s'effiloche pas et qui ne roulotte pas. Et de toute façon, quand je le mets, c'est tendu sur... c'est tendu sur, j'allais dire mon mollet, non, ici c'est tendu sur ma cuisse. Et j'avais peur qu'en faisant une finition, ça rigidifie un petit peu et que je sois pas à l'aise et que ça me fasse un endroit qui soit très comprimé au niveau de la cuisse. Donc j'ai préféré ne pas le faire. Et donc j'avais taillé en 36 d'abord et après il me restait suffisamment de tissu donc j'ai taillé en version longue. Cette fois je me suis dit je vais essayer dans le 38 parce que je me suis dit peut-être que ça pourrait être bien d'avoir un peu moins ce côté gainant. J'ai donc taillé celui-là en 38, même chose, ceinture en 40. Je l'ai essayé, effectivement c'est bien, c'est un peu moins gainant, mais ça tient bien en place. Par contre j'avais
Donc au niveau du dos, au niveau de la cambrure du dos, ça bâillait un petit peu, ça flottait un petit peu. Donc j'ai à l'arrache un peu, j'ai pincé et j'ai résorbé en fait. J'ai mis mon legging à l'envers, j'ai essayé de pincer comme je pouvais toute seule. J'ai mis une épingle et je suis venue redécouper à la surjeteuse. Ce qui fait que j'ai cette pointe là que tu peux voir, ça fait pas une belle courbe en fait dans le dos. Sachant que c'est un tissu qui est très élastique et un vêtement qui est avec aisance très négative. Quand je le porte, ça tire tout, ça plaque tout et on voit pas le fait qu'il y a ce petit pic là. En tout cas, voilà, j'ai une cambrure de dos qui fait que si je veux faire le 38 est bien, mais il faut j'ai dû enlever, je pense, j'ai dû pincer en haut, bien enlever 3-4 cm à mon avis. Mais c'est un problème que j'ai sur les vêtements du commerce aussi, où j'ai toujours l'arrière qui baille en fait. Voilà, voilà, le jour où je me coudrai des pantalons, je pense que j'aurai le problème aussi. J'apprendrai à faire ça de façon un peu... Enfin, à régler ce problème de façon un peu plus esthétique quand je ferai ça sur un patron où c'est nécessaire. Et même chose ici, j'ai laissé brut. Pour la même raison, j'avais peur que ce soit trop serré, sachant que pour le coup, là je suis à la limite de l'inconfort au niveau du mollet. J'ai des mollets très... Alors, j'aime bien dire... Non, j'ai des gros mollets, voilà, c'est un fait, j'ai des gros mollets, je dis pas... Enfin... C'est ce que j'avais écrit sur Instagram aussi, ça a créé des petites discussions en commentaire, c'est des discussions que j'ai un peu régulièrement quand je parle du fait que j'ai des gros mollets, parce que c'est un fait en fait, gros c'est pas une insulte en fait de dire gros, c'est l'inverse de petit pour moi, et du coup oui, j'ai des gros mollets et je considère... J'ai des gros mollets parce qu'ils sont musclés, mais ils sont musclés d'origine en fait. C'est la loterie de la génétique et la loterie de la naissance. J'ai coché la case yeux pourris, mais j'ai aussi coché la case gros mollets. Donc voilà, j'ai des gros mollets musclés, même si je ne fais rien pour les muscler. C'est comme ça depuis que je suis gamine et c'est comme ça dans ma famille. Alors bon, dans ma famille, il y en a qui font du vélo, donc ça renforce encore le côté mollet bien présent. Mais voilà, je veux dire, depuis toujours, j'ai énormément de mal à trouver des bottes. J'ai parfois du mal à trouver des pantalons parce que j'ai les mollets trop serrés. Et c'est comme ça, c'est un fait. Et ici, donc, en 36, je suis à la limite de l'inconfort. On va dire que j'ai tendance à remonter un tout petit peu le legging pour pas qu'il tombe parfaitement là où j'ai le mollet le plus fort, parce que sinon c'est... Ouais, un poil inconfortable. Ce qui fait que... Non, j'ai dit 36, non c'est le 38, pardon. C'est le 38. Ce qui fait que si je refais un 38 long, ou en tout cas qui arrive jusqu'au mollet, je pense que ça vaudrait le coup que je grade pour avoir le mollet en 40. Rien que le mollet en 40 ce serait plus confortable, peut-être que le mollet en 42 ce serait mieux. Faudrait que je fasse des mesures et que je vois, ou que je fasse des petits tests, mais voilà. Donc c'est une spécificité de ma morphologie que j'ai pas pris en compte. Mais c'est aussi pour ça que j'ai préféré ne pas faire de jolies finitions, parce que j'avais vraiment peur que ça puisse pas après s'étendre autant que nécessaire. Et là pour le coup c'est nécessaire que ça s'étende quand même beaucoup. Début mai, j'ai aussi décidé de monter un top que je voulais faire depuis longtemps. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on m'a offert le patron. En tout cas, j'avais acheté le fil pour le faire à Nitat Motoko, mais il y a... Je sais plus, faudrait que je regarde sur Ravelry quand est-ce que j'avais acheté cette fibre-là, mais ça fait vraiment longtemps. Donc c'est le Yoko Top, que je réalise dans la soie de Knitting for Olive. Donc la pure soie Knitting for Olive qui fait 250 mètres au 50 grammes. Et donc le Yoko Top, c'est un top de Pernille Larsen, donc la personne derrière Knitting for Olive, et c'est un top qui est tout en côte. Donc j'ai fait un échantillon en côte, et j'ai eu un peu de mal à choisir en fait, à me décider sur qu'est-ce que je prenais, et ainsi de suite, aussi en termes de texture, de texture d'échantillon. J'étais plus proche sur
cette partie-là qui est en 3 mm, mais je trouvais le rendu en 2,75 un tout petit peu plus régulier. Et je me suis dit que vis-à-vis du fait que potentiellement ça pouvait un peu bouger, un peu s'étendre, avoir un truc un tout petit peu plus dense, ça pouvait être mieux. C'est la première fois que je vais tricoter un vêtement en 100% soie, donc je ne sais pas de quelle façon ça se comporte au porté. J'ai l'habitude du coton. Le coton au porté, ça, avec la chaleur corporelle, les mouvements et ainsi de suite, ça se détend. Donc je sais que par exemple si je fais un top en coton et que je veux une aisance plutôt proche du corps, il faut que j'ai quelque chose qui au départ soit vraiment, alors très proche du corps, peut-être pas non plus très proche du corps, mais voilà. Je sais que le coton ça a tendance à bouger, la soie j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait mon échantillon, ça m'a aidé à choisir et je suis partie en 2,75, ce qui fait que ça se joue vraiment pas, à pas grand chose, vu qu'il y a 0,25 de différence entre les deux, c'est assez subtil, mais je trouvais ça mieux en 2,75 et j'avais demandé l'avis des copines aussi et les copines étaient d'accord. Donc voilà, ça m'a confortée dans mon avis, donc je me suis dit, go, c'est parti! Je l'ai monté et je me suis arraché les cheveux. Je me suis vraiment arraché les cheveux dessus parce que j'avais le patron qui était en français. Pas qu'il soit pas bien, mais en fait j'ai tellement l'habitude des patrons en anglais maintenant et en anglais c'est très direct. Je veux dire, si on doit faire une maille endroit en anglais, faut que j'aille jardiner après, donc ça doit être ça commence déjà à infuser. En anglais, si on doit tricoter une maille endroit, ça va être knit one, ce qui fait K1. En français, tricoter une maille en endroit, il va y avoir un M end. Et du coup, visuellement, ça fait beaucoup plus d'informations. Et c'est vrai que je m'en sors mieux quand les informations sont plus réduites et quand j'ai un peu visuellement, quand il n'y a pas trop de choses. Et je comprenais pas comment elle faisait les augmentations, et j'ai pris le patron en anglais ensuite, et j'étais aussi un petit peu perdue dans les augmentations parce que c'était des M1R et M1L, et j'ai en tête le petit moyen mnémotechnique de Steven West. Enfin de Steven West, c'est chez lui que j'ai entendu ce moyen mnémotechnique et c'est comme ça que je l'ai retenu, dans ma tête c'est le sien, mais je sais pas qui l'a fait au départ et en vrai on s'en contrefout. L'essentiel c'est que le moyen mnémotechnique fonctionne. Donc pour les augmentations M1L et M1R en anglais, donc make one right, c'est et les M1L make one left, pour se souvenir comment on pique et ainsi de suite, et c'est là où tout est important, comment on pique avec l'aiguille de gauche pour faire ces augmentations-là. Make one left, c'est I left the front door open, donc left et front, donc si je dois faire une M1L, je pique avec mon aiguille gauche de l'avant vers l'arrière, vu que c'était front voulant dire devant, avant, et pour les M1R, c'est non, j'ai déjà dit I left the front door open. C'est I'll be right back. Et donc on a right et back, donc droite et arrière. Donc même chose avec la main gauche et l'aiguille gauche, pour faire un M, un R, on prend le brin par l'arrière. Et quand je lisais les explications, elle disait l'inverse. Et je ne comprenais pas pourquoi elle disait l'inverse. Et en fait, j'ai relu à tête reposée en arrivant chez moi, et elle racontait pas l'inverse, c'est juste que sa façon d'expliquer les M1R et les M1L, elle pique avec l'aiguille de droite pour les récupérer. Donc en fait, elle fait l'inverse par rapport à si on pique avec l'aiguille de gauche. Et vu que moi, les M1R et M1L, je prends l'aiguille de gauche pour relever la barre qui est entre deux mailles, j'étais perdue et je ne comprenais pas, parce qu'il faut faire des M1R, des M1L et des M1RP et M1LP, donc des augmentations levées à droite, à gauche, à l'endroit, à l'envers, et j'étais perdue. Donc j'ai regardé la vidéo, une fois que j'ai compris pourquoi il y avait cette inversion, je me suis dit, je dois faire l'inverse par rapport à ce qu'elle dit, parce que moi j'ai l'habitude de toujours les relever avec la main gauche, donc je vais garder cette habitude-là, et depuis, ça se passe bien. Voilà, je viens de te faire une thèse sur les M1L et les M1R, j'espère que tu auras suivi, si t'as pas suivi, ce n'est pas bien grave. Il y a des vidéos dans le patron pour s'en sortir. Et chacun sa technique. Donc voilà, donc ça avance tranquillement aussi parce que j'ai
j'ai été très obsédée par un autre projet que je te montrerai plus tard, sûrement dans l'autre vidéo vu le temps qui passe. En tout cas, ça c'est mon début du Yoko Top. Et comme tu peux peut-être le comprendre, ça viendra se placer comme ceci. Voilà. Sauf que, vu que ce sont des côtes, et comme tu as pu le voir sur mon échantillon, là c'est très rabougri, il est très sur lui-même. Une fois que je l'aurai lavé, ça va quand même prendre de la place, quoi. Mais voilà, c'est un petit top qui se construit, un top à fine bretelle qui se construit en commençant par un côté. On fait le devant, ensuite on va laisser des mailles, et puis on va faire, pour aller jusqu'au dos, un autre morceau pareil, et c'est un petit top qui se noue. Voilà, donc j'avance tranquillement, je le finirai quand je le finirai. C'est un top qui demande quand même un peu de concentration parce que il y a un jeu d'augmentation, les fameux M1L, M1R, M1 LP, M1 RP. Donc il demande de la concentration pour pas rater les côtes et ainsi de suite, et un petit peu de concentration aussi parce que la soie de Knitting for Olive, elle est composée de plusieurs brins, et de temps en temps j'ai quand même tendance à piquer dans un brin ou bien à piquer à travers en fait. Donc faut de temps en temps que je revérifie est-ce que j'ai bien pris mon fil comme il faut partout. Si je suis un peu fatiguée, je sais que je fais pas mal d'erreurs et que j'ai tendance à piquer un peu dedans. Après, je tricote avec des IAIA Sharp, qui sont donc des aiguilles qui sont très pointues. Ça peut aussi, surtout en 2,75, expliquer pourquoi je pique parfois dans le fil. Voilà, ça rend pas le tricot désagréable. J'ai tricoté des fils qui se dédoublent beaucoup plus que ça. Là c'est juste qu'il faut garder un peu un œil dessus, ne serait-ce que histoire d'être sûr de ne pas partir en jersey au bout d'un moment alors qu'on fait des côtes tout le temps. Mais voilà, c'est un échantillon qui est quand même assez dense, je crois que c'est 30 mailles au 10 cm, et en termes de rang je sais plus, mais c'est un échantillon qui est très dense. C'est aussi pour ça que ça avance lentement. Mais on se voit quand même plutôt bien avancé vu qu'il y a le système d'augmentation. J'ai un petit peu plus peur de l'ennui sur la partie dans le dos où ça va être des côtes toutes droites. Je pense d'ailleurs que ce que je vais faire, c'est une fois que je vais arriver au moment où il faut faire plus que du tout droit, je vais monter l'autre morceau, l'autre côté, et ensuite je ferai les morceaux tout droits en parallèle. En ayant les deux morceaux sur la même aiguille pour être sûr qu'ils aient la même taille sans avoir à recompter tout le temps mes rangs et à suivre combien de rangs j'ai fait sur un papier et ainsi de suite. Je pense que ce sera un petit peu moins fastidieux de faire ça comme ça, mais voilà, c'est le petit Yoko Top qui occupe une partie de mon temps tricot qui a explosé, sachant que ça fait bientôt 2 semaines que je suis en vacances. Je reprends le boulot lundi. Le rythme de tricot va aussi un peu diminuer, hein, parce que dans le prochain épisode je vais te montrer 2 autres choses terminées, voire 3. Tout ça a été sponsorisé par mes vacances, voilà. Et le mauvais temps. Même si aujourd'hui il fait un temps magnifique. Mais voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. On enchaînera sur une partie 2, voire partie 3 en fonction de à quel point je suis bavarde. Et voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment, j'espère que tu peux profiter aussi d'avoir des instants créatifs pour créer, faire ce qui te plaît. Et aussi profiter du beau temps et des beaux jours qui arrivent. Voilà. J'espère que tu auras passé un bon moment. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine fois. Salut!